Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence. J'espère que vous avez apprécié les précédentes conférences auxquelles vous avez assisté. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Monsieur Olivier Harifon. Bonjour Monsieur. Vous êtes un habitué du festival puisque vous êtes déjà venu lors des éditions précédentes. Et je tenais à vous remercier pour le crédit et la confiance que vous accordez à ce festival. Vous êtes ici pour nous parler donc, du sujet suivant, les lobbies économiques face à la société civile. Je vous souhaite une bonne conférence et je laisse la place à Monsieur Harifon. Bien, merci. Bien. Eh bien, bonjour à tous. Effectivement, j'ai le plaisir de présenter cette conférence et c'est ma deuxième fois que je suis présent ici. Alors, j'ai choisi un sujet qui me passionne, qui me tient à cœur et qui est controversé. La question des lobbies économiques face à la société civile dans l'Union européenne. Avec l'idée qu'il existe un espace public dans l'Union européenne qui est fragmenté, qui est incomplet. Et je vais vous parler de ces trois notions durant cette présentation. Et puis, bien sûr, nous aurons évidemment bien du temps pour répondre aux questions. Alors, je commence par la notion d'espace public, connue des gens qui s'intéressent à la communication et aux autres. C'est un lieu où on peut avoir un débat contradictoire apaisé, où il est possible, entre acteurs, de dialoguer. Donc c'est une définition assez classique. Deuxième chose, il est clair qu'il n'y a pas d'espace public complet en Europe. Ça voudrait dire que tous les citoyens ont une opinion collective sur quelque chose. À ma connaissance, ça n'existe pas, même si on peut penser que c'est en train d'émerger et que c'est même l'enjeu des élections de mai 2019, mais ceci est une autre question. Et puis, pour les chercheurs qui travaillent là-dessus, il y a trois noms clés du XXe siècle. Jürgen Habermas, un Allemand, Edgar Morin, un Français, et Chantal Mouffe, une Belge. Donc, trois personnes, parmi d'autres, qui ont travaillé sur l'espace public. Donc, dans cet espace public, qu'est-ce qu'il est possible de faire ? Il est possible, dans l'Union européenne, de prendre la parole. Alors, c'est intéressant de voir que, quand même, et encore, on avait un chiffre supérieur ce matin par le spécialiste des sondages pour Eurobaromètre, quand même, il y a presque 50% de personnes qui considèrent que sa voix compte dans l'Union européenne, c'est-à-dire qu'il y a des canaux d'expression qui sont possibles de développer dans l'Union européenne. Bien sûr, canaux que je vais détailler et bien sûr, canaux qui sont améliorables. Alors maintenant, je vous propose de lister les fragments d'espace public que je me suis amusé et passionné à chercher. Les fragments d'espace public, des endroits où c'est vraiment un espace public. Alors le premier, ça pourrait surprendre, mais c'en est un quand même, c'est lorsque le Conseil d'État, le Conseil des chefs d'État et de gouvernement, donc le Conseil européen, prend la parole sur le seuil, juste avant ou après la réunion des chefs d'État et de gouvernement. Eh bien, ils parlent au nom de leur État, mais aussi au nom de l'Union européenne. C'est donc un morceau d'espace public. Ils prennent ces chefs d'État et de gouvernement prennent des décisions collectives. Et bien sûr, le paradoxe, c'est que ces décisions collectives dont ils rendent compte individuellement devant leurs opinions nationales. C'est un des vrais paradoxes. Et ça a été très bien noté dans un ouvrage que les passionnés d'Europe devraient lire, que j'ai terminé il y a peu de temps et qui est en vente en bas, Quand l'Europe improvise, de Luc van Middelaar, qui d'abord fait la distinction entre politique de la règle et politique de l'événement, et surtout qui montre que cet espace public s'est légèrement, c'est construit, c'est approfondi, c'est expansé, c'est étendu, pour ne pas prendre un néologisme, lors des trois dernières crises qu'a rencontrées l'Union depuis 2008, la crise de l'euro, la crise de l'Ukraine et la crise des migrants. Donc c'est une vraie réflexion intéressante. Évidemment, on a une autre structure où il y a un espace public beaucoup plus connu, finalement, le Parlement européen. Enfin, si vous le connaissez, si vous le suivez. J'ai la chance de vivre à Bruxelles, donc j'arrive à voir plus facilement ce qui se passe. Et il y a une opposition face à la Commission. Donc on pourrait bien penser que le Parlement est une représentation de l'espace d'une opposition et donc prend la parole au nom des citoyens européens. Où il y a, encore plus connu de nous tous, dans la rue, comme citoyens, il y a l'opposition civique, c'est-à-dire les citoyens qui prennent la parole et qui tentent d'influencer le Parlement et le chef d'État et de gouvernement. On met de côté la Commission parce qu'on n'influence pas la Commission réellement. Voilà, donc premier espace public. Deuxième espace public, beaucoup moins connu des citoyens,
celui qui est construit entre l'Union européenne, donc les institutions européennes, et les fédérations professionnelles. Alors, derrière le terme fédération professionnelle, c'est souvent mal connu, on peut mettre les lobbies économiques. Donc, c'est vrai que l'atelier aurait été moins intéressant s'il y avait eu le mot fédération professionnelle. C'est quoi une fédération professionnelle? C'est le regroupement des entreprises dans un secteur. Eh bien, chaque secteur, l'industrie, les dentistes, les fabricants d'abeilles, les fleuristes et les autres, ont une structure à Bruxelles et les membres nationaux payent des adhésions et cette fédération professionnelle a un discours global des intérêts des acteurs à l'échelle européenne. J'espère que c'est clair, parce que c'est un peu technique. Et on peut bien penser que quand ces gens-là vont voir les institutions européennes, au nom des producteurs d'abeilles ou au nom des producteurs de chimie, c'est un espace public, puisque ces organisations sont des organisations qui représentent une partie des acteurs de l'Union européenne. J'espère que je suis clair. Je vous ai mis une copie d'écran. Je ne suis pas sûr que ce soit extraordinaire en termes de qualité. Au Parlement, on a des auditions. Donc les auditions, c'est le Parlement européen qui, en commission, donne le droit à des gens à s'exprimer. Ces gens peuvent être soit des industriels, soit des fédérations, soit, on le verra plus tard, dans un autre cas, des structures de la société civile. Donc il faut bien penser qu'il y a un espace de parole, comme dans notre... Je suis français, comme dans notre Parlement français. Il y a des commissions et le Parlement français a tout à fait le droit d'écouter des spécialistes, des experts. Ensuite, le plus connu, parce que les ONG vivent par ça, les ONG, pour être crédibles, connues et soutenues, ont besoin du support de la société civile, de la population en général. Alors à Bruxelles, comment ça marche ? Eh bien, il y a évidemment des ONG globales, qui fédèrent des ONG nationales. Alors, le plus important, qui est une sorte de grosse structure avec près de 60 salariés, c'est le BIEC, l'Association des associations de consommateurs de l'Union européenne. On pourrait prendre Amnesty International, 11 permanents quand même. C'est déjà une belle structure. Et puis, un cas beaucoup moins connu, peut-être l'avez-vous entendu parler, le cas de Bloom. Je ne sais pas si quelqu'un connaît l'association Bloom avec Claire Nouvian, qui, grâce à un coup de maître, en ayant travaillé avec Penelope Bagieux, a fait un comics qui a changé la donne, qui a publicisé son combat pour, tenez-vous bien, l'interdiction de la chasse, l'interdiction de la pêche en eau profonde, deep sea trawling, un truc extrêmement technique. Eh bien, cette ONG a réussi à trouver un canal pour aller parler dans les institutions européennes. Pour moi, c'est encore un autre exemple de l'espace public. Voilà. Maintenant, venons-en à la question. Comme chercheurs, nous avons toujours une question. Alors, quels sont les défis posés par les actions de lobbying des fédérations professionnelles pour l'espace public européen? Donc maintenant, on réduit le champ. Je vous propose de réduire le champ et on se focalise sur les fédérations professionnelles. Mais je ne peux pas vous empêcher de vous proposer une définition du lobbying, parce que c'est très très mal connu. C'est un mot qui sent le soufre, ici en France, au Liban ou au Danemark, donc il faut bien donner une définition. Vous avez celle qui est en anglais, un premier paragraphe, qui est malheureusement qui est proposé par l'Union européenne, mais pas en version française, encore un paradoxe. Donc c'est les activités d'influence, directe ou indirecte, des processus d'élaboration des lois. C'est la définition la plus communément admise. Le processus d'influence directe ou indirecte des décisions, des décisionnaires lors des processus d'influence des lois. Le lobbying n'est pas de la corruption. J'y tiens profondément. Ce n'est pas la mallette avec des billets. Ça, c'est autre chose. C'est un autre statut légal. Et ça n'existe surtout pas à Bruxelles. Le lobbying est un groupe de pression. OK, c'est un autre synonyme. Il s'agit d'une organisation, c'est pour ça qu'on peut mettre des entreprises ou des ONG qui ont des intérêts communs et ils vont représenter ces intérêts communs auprès du politique. Ça existe depuis le début des civilisations, ça existe dans tous les pays du monde, avec des pratiques et des règles fort différentes.
Alors, il y a une certaine visibilité, puisque nous sommes dans un espace ouvert, comme ça a été dit dans d'autres ateliers. Nous sommes dans un espace ouvert. Donc, nous avons un registre de transparence qui permet de savoir toutes les structures qui sont enregistrées à l'Union européenne. Il est ouvert, en ligne, téléchargeable sous format Excel pour faire ce que vous voulez avec. Donc, je vous montre là, il y a peu de temps, il y avait 11 895 entités enregistrées. Nous en avons 50% qui représentent les fédérations professionnelles et les entreprises. Donc là, c'est clair, c'est la plus grosse portion des lobbyistes. Mais là, nous avons un peu plus de 25%, à peu près 28%, qui sont les ONG. Ça prouve bien que ce sont les acteurs majeurs de Bruxelles. Et tous ces gens-là prennent la parole. Le troisième morceau, c'est l'orange. L'orange, ce sont les cabinets de consultants et les firmes spécialisées. Donc des entreprises de communication qui vont faire sous contrat du lobbying pour leurs entreprises. Et puis après, ça s'effondre rapidement. Là, c'est les think tanks et les universités. Là, c'est la toute petite fonction, ce sont les organismes religieux, ils ne sont que 56. Et après, nous avons les villes. Par exemple, je ne sais pas si Grenoble est là-bas, mais Strasbourg, Lyon, Vienne, Munich, Madrid ont un bureau de représentation à Bruxelles. Donc voilà, tout ça est en ligne. Je vous invite à le consulter si vous êtes curieux. Alors, nous avons une certaine visibilité de ce lobbying. Voilà, par exemple, c'est légal. Hein, depuis la commission Juncker, donc ça va faire 5 ans, il faut publier en ligne les rendez-vous qu'a un directeur général de la commission avec ses lobbies. Donc là, j'ai pris le commissionnaire visiblement estonien, Vytenis Andriukaitis, avec les rendez-vous qu'il a eus. Et donc, il est obligé de le mettre en ligne sous le coup de la loi. Depuis le 31 janvier, le Parlement européen va obliger les députés en charge d'un dossier à publier leurs rendez-vous en ligne. Donc, ça donne une certaine transparence. Hein. Encore une fois, tous ces éléments concourent dans l'espace public. Imparfait, j'en suis sûr, et vous verrez que ma contribution est loin d'être euphorique. Mais ça existe. Et la force de l'union, ou la faiblesse pour certains, c'est sa transparence. Maintenant, je reviens à la deuxième partie de mon exposé. La stratégie du doute. Alors, il y a 2 auteurs, Stéphane Foucard, journaliste scientifique au Monde, et Thierry Libert, spécialiste des questions environnementales et membre du Comité économique et social européen, qui ont publié d'excellents ouvrages et qui développent l'argumentaire suivant. C'est encore un peu technique, mais on y va. Dans certains secteurs, pas dans tous, par exemple, les producteurs d'abeilles n'ont pas ces méthodes-là. Dans certains secteurs, vous pourrez me poser la question lesquels tout à l'heure et je répondrai, des fédérations produisent des informations scientifiques ou aux normes scientifiques, ou semblant respecter les normes scientifiques, en direction des institutions et aussi en direction de tous les acteurs. Ça veut dire que ces fédérations professionnelles produisent des études, reports en anglais, data-driven documents, qui ont tous les facteurs de crédibilité, notamment pour la santé. D'accord ? Alors, comment ils vont faire pour produire du doute ? Ils vont produire des rapports. Puis ils vont aussi essayer d'introduire des experts dans les comités, dans les hearings, dans les auditions, je vous ai parlé, mais dans des comités aussi moins ouverts, ce qui nous pose une question évidente de conflit et de déclaration d'intérêt. Deuxième solution, donc j'aurais dû mettre dans l'autre ordre, production de rapports, études et articles soulignant ou contribuant à l'impossibilité de décider d'un seuil, d'une valeur ou d'un effet. Plus vous montrez qu'il y a de rapports écrivant « on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas », les politiques ne peuvent pas prendre de décision. On ne sait pas de quel côté ça va tomber en disant « c'est dangereux » ou « c'est pas dangereux ». C'est exactement ce que je vais parler tout à l'heure à propos du glyphosate. Alors vous avez des actions là qui approchent d'une ligne magique qu'on appellerait la ligne rouge, c'est avancer masquée. C'est quoi avancer masquée ? C'est l'astroturfing. Je vous passe l'origine de ce terme. Mais c'est le fait que les fédérations ou les industries créent une ONG qui va diffuser leurs propos en leur faveur. Un faux nez, quoi, on dirait en français. Hein, un sous-marin, on dirait aussi. Bon, ça pose d'autres questions. Et puis, évidemment, vous avez les médias sociaux pour renforcer un message. Alors, il y avait un exemple du ghostwriting. Ça c'est des experts qui sont payés pour écrire des choses favorables aux fédérations professionnelles de 2 minutes 10, mais le lien ne marche pas. J'ai testé ce matin. On ne va pas prendre le risque de se déconcentrer après tant d'informations. Donc, on continue. Quelles sont les conséquences ? Et elles sont triples.
Tout d'abord, les fédérations gagnent du temps. Elles gagnent du temps. Alors c'est comme ça qu'il a fallu entre 30 et 40 ans pour faire prouver, pour que l'Union européenne décide d'interdire le tabac. 30 à 40 ans d'études. Parce que plus il y avait d'études, moins on était sûr que finalement le tabac c'était nocif. Alors je n'ai rien contre les fumeurs dans cette salle, hein, mais c'était ça la stratégie. Ça a duré 50 ans, 1950-1990, 40 même, mais 50 aux États-Unis. Alors, ils vont dire qu'il faut plus d'études. Après, il peut y avoir du doute parmi les chercheurs. Les chercheurs, après, ont du problème à savoir où est la vérité. Il peut y avoir du doute chez nous, citoyens, ou chez les hommes politiques. Et puis, conséquence terrible, la polarisation. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont fermement contre et fermement pour, et sans aucune nuance. En gros, il y a des gentils, des méchants. C'est le cas, encore une fois, du glyphosate. Évidemment, la conséquence, c'est que c'est loin de renforcer la crédibilité de l'Union européenne. Ça discrédite les agences spécialisées, par exemple l'EFSA qui s'occupe de la santé, l'ECHA, dont je ne me souviens plus le contenu des acronymes. C'est une sorte de doute, puisque l'Union ne fait pas ça en notre faveur, nous citoyens de l'Union européenne, eh bien, je vais devenir contre l'Union. Alors qu'on devrait réduire d'un trait de plume la pollution de l'air, par exemple. D'un trait de plume. Hein. Alors, si le sujet vous intéresse, je vous invite à consulter les 3 articles ou 4 que j'ai publiés sur theconversation.com qui traitent de ça de différentes manières. Donc, ça nous pose une question sur l'Union européenne. Alors, j'ai listé 4 sections qui permettent... J'ai listé maintenant 4 solutions légales qui permettent aux citoyens d'agir en direction de l'Union européenne pour essayer d'élargir, construire cet espace public. Alors j'ai pris des exemples autour du glyphosate de Monsanto, maintenant Bayer, et je précise tout de suite que la controverse sur les effets du glyphosate n'est pas traitée ici. Donc si vous me posez des questions sur le glyphosate est-il nocif ou non, je ne souhaite pas vous répondre, et je n'ai moi-même pas d'avis. Je vous fais une présentation parce que... Pourquoi j'ai choisi ça ? Parce que Monsanto a tout fait, a utilisé toutes les techniques de communication possibles et imaginables, jusqu'au ghostwriting qui est totalement immoral. Hein, le ghostwriting, c'est un expert qui écrit quelque chose en faveur de quelque chose en recevant de l'argent, ce qui n'est plus d'ailleurs un expert, c'est juste un homme de main. Mais bon, ceci est une autre question. Alors il y a quatre solutions par une sorte de gradation. La première, c'est la pétition, sous juridiction européenne, c'est-à-dire qu'il existe une direction. J'imagine que j'ai envie de poser la question. Quelqu'un sait-il dans cette salle qu'il existe un droit européen à la pétition ? Quelqu'un peut-il lever la main ? Une personne. Vous voyez, c'est totalement inconnu des citoyens européens. C'est un droit des citoyens européens. Il y a une structure spécialisée au sein de l'Union européenne, un site spécialisé, et donc ça permet de saisir le Parlement européen si la pétition atteint un certain seuil. Donc vous voyez, le site est très bien fait. Dans les 24 langues de l'Union, personne ne le connaît. Voilà. C'est pas surprenant. Et pour preuve, regardez bien. J'ai été voir les pétitions de l'Union européenne sur le glyphosate. Et alors, si vous voyez bien l'écran, vous voyez le nombre de signataires. Là, vous avez 6 personnes qui ont signé. Là, vous en avez 5. Ça pose des questions sur l'efficacité. Cet outil est inconnu. Évidemment, quand 5 personnes vont la signer, personne ne va la regarder. C'est-à-dire que ça ne va pas. Vous connaissez la théorie des médias, les echo chambers, la chambre d'écho. S'il y a 5 millions de personnes, les médias s'y intéressent. Si les médias s'y intéressent, la population est plus sensible et donc les hommes politiques doivent peut-être se saisir du sujet. Sinon, il y a un défaut. Là, 5 personnes, autant dire que ce n'est même pas une goutte d'eau dans l'océan, c'est encore pire. Je n'ai pas d'autre image. Alors, je me suis amusé à prendre, évidemment, change.org. Tout le monde qui ne connaît pas change.org dans cette salle ? Tout le monde connaît. Tout le monde connaît ce site de pétition. 5 minutes. Zut alors. Alors, eh bien là, vous avez 244 000 signatures. Évidemment, c'est plus important. Mais ça n'a pas de valeur légale. Ça n'a pas de valeur légale. Parce que si vous êtes australien, vous pouvez signer la pétition pour l'Europe. Et si vous êtes danois, vous pouvez signer la pétition pour l'Australie. Donc, pas d'intérêt.
Vous avez quelque chose de beaucoup plus rapide, la consultation publique, c'est-à-dire l'Union européenne demande aux citoyens de s'exprimer sur quelque chose. Alors on prend le glyphosate et nous avons 471 participants, dont 318 citoyens. Encore une fois, beaucoup trop petit, beaucoup trop faible. Donc ce n'est pas très intéressant. On va à la troisième, puisque le temps est compté. The Freedom of Information, le droit qui permet à chaque citoyen de demander des documents administratifs à une administration. En France, ça s'appelle la CADA. Alors j'ai été voir, eh bien nous avons une demande d'un citoyen de Corporate Europe Observatory, qui est en fait une ONG à Bruxelles qui fait du lobbying contre le lobbying, qui demande les détails des détails de la réunion du secrétariat général qui a concerné le lobbying. Je n'ai pas le résultat de sa demande. C'est une demande. C'est possible d'être légal, mais c'est pas sûr, ou ça peut prendre du temps. Mais donc ça existe. Puis, je passe à la chose la plus grosse. Qui connaît l'initiative citoyenne européenne? Une personne. Alors, c'est une structure qui existe depuis 2012, qui demande 1 million de signataires dans au moins 7 États membres, avec un comité d'au moins 7 pays qui doit être complété en une année. Alors, ça, c'est l'outil le plus important, le plus visible. Alors, évidemment, il y en a eu une. Stop Glyphosate Coalition. Alors, ils ont lancé ça le 8 février 2017, j'ai bientôt fini, il me reste 3 diapositives. Il y a eu plus d'1 million de signataires dans 22 États membres. Autrement dire, un succès, une traînée de poudre. Et ça a abouti à un espace public qui est que, dans ces cas-là, quand l'ECI est validé, le Parlement doit en débattre. Donc, je n'ai pas le temps de vous montrer, mais il y a eu une mise à l'agenda du débat sur le glyphosate. Ça va? Ça prouve bien que c'est un espace public. Ça prouve bien que ça a marché. Après, le résultat, c'est autre chose. Mais au moins, ça a marché. Donc là, j'ai une vidéo, etc., mais je n'ai pas le temps de vous montrer tout ça, où on voit qu'une personne du comité d'organisation va prendre la parole pendant 10 minutes et va faire un statement en anglais, évidemment, puisque c'est la langue de Bruxelles, bien trop souvent, avec le programme. Donc ça, c'est tout à fait légal, c'est la routine de Bruxelles, des auditions, c'est public, il suffit juste de s'y inscrire. Et chacun peut prendre la parole dans les limites de la forme liée à Bruxelles. Conclusion, 2 diapositives. J'espère vous avoir convaincu qu'il existe des fragments d'espace européen. J'espère vous avoir montré que le cas glyphosate, très 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 rapidement abordé, contient toutes les dimensions qui sont intéressantes. D'abord, nous avons un cadre légal de l'UE qui représente un espace public européen en devenir, renforcé par les actions, oui j'aurais fini, renforcé par les citoyens et les ONG. Évidemment, les outils et les actions sont extrêmement faibles, extrêmement mitigés, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, l'ECI, ou ECI en anglais, a été repoussé par le Parlement parce que alors ça a été repoussé par le Parlement, mais en plus ça a été réautorisé par le Conseil des ministres de l'Agriculture. Donc là, il y a une faille dans le système qu'a très bien su utiliser Monsanto, maintenant Bayer. Mais ceci est une autre question. Ceci est une autre question. J'y tiens bien. Ce dont je vous parle, même si on peut en débattre, est une autre question. Mais nous montre quand même les limites de tout ça. Alors, dernière diapositive. Le lobbying est une activité légale et ouverte à tous les acteurs. Ce n'est pas une activité illégale et ce n'est pas limité à un certain nombre de personnes. Il faut mettre l'accent sur la stratégie du doute créée par certains secteurs et certaines fédérations professionnelles parce que ça nuit à l'Union européenne et à sa construction et à sa confiance dans ses citoyens. Et c'est ma dernière conclusion, le succès d'intérêt catégoriel fragilise les institutions européennes et l'UE en général. Et voilà, merci de votre attention. Eh bien, c'est l'heure des questions. Madame, j'aimerais bien prendre 2-3 questions ensemble. Est-ce que les membres de l'Union européenne, les États, justement essaient de faire des communications pour que les citoyens finalement soient au courant
ou se tiennent au courant plus sur ces outils. Oui, sur ces outils. La question, c'est est-ce que J'aimerais bien 2-3 questions, il y en a d'autres. La première question, c'est est-ce que c'est les États, est-ce que l'Union européenne fait la communication sur ces outils? Oui, je vous écoute. Je pose la question. Oui. Le registre de transparence, j'avais compris qu'il était volontaire. C'est-à-dire que le lobbyisme, contrairement, par exemple, aux États-Unis qui commencent à le mettre obligatoire, l'Union européenne là-dessus reste quand même un peu, on va dire, en recul face à ses homologues américains. Je voulais savoir si c'était encore d'actualité ou pas. Okay. Y a-t-il une troisième question? Non. Oui. J'aurais aimé savoir quel est l'intérêt pour des associations comme Change.org pour ne pas utiliser l'initiative citoyenne européenne. D'accord, très bien. Alors la première question, c'est est-ce que les États membres ou la Commission, ce n'est pas tout à fait les mêmes acteurs, font de la promotion? Le travail ce n'est pas aux États membres de faire la promotion de ces outils citoyens. C'est à la Commission et ou au Parlement. À ma connaissance, non. À ma connaissance, ils ne font pas le travail. Ils disent ça existe. Vous pouvez passer une semaine entière sur les sites web de l'Union européenne sans arriver encore à savoir vraiment ce que vous voulez trouver, vous voulez chercher. Donc il y a encore énormément de travail à faire dans cette direction-là. Donc ça existe et en fait personne ne le sait. Et c'est un vrai défaut. Mais peut-être qu'un jour, les citoyens... Alors les ONG sont très capables de s'en saisir, mais pas les citoyens eux-mêmes. D'accord ? Deuxième question, le registre de transparence. C'est une très bonne question qui est traditionnellement débattue. Le registre de transparence est volontaire, c'est exact. Toutefois, comme je vous l'ai montré, il n'est plus possible depuis Juncker et 2014 d'accéder au directeur général dans les commissions et maintenant aux députés. Donc ça veut dire que si vous n'y êtes pas, vous n'avez plus accès au top level aux décisionnaires. Deuxièmement, si vous n'y êtes pas, immédiatement, la commission se dit « Mais pourquoi vous venez me voir alors que vous n'y êtes pas ?» C'est-à-dire que c'est crédibilisant. Et si on regarde la croissance, je vous invite à visiter le site si le sujet vous intéresse, vous regardez la croissance, tout d'un coup, ça fait ça. C'est-à-dire que le jour où la loi a été passée par la commission sous la demande de Juncker, la première année de son mandat, ça a été exponentiel. Donc maintenant, on ne peut plus voir, sauf si vous êtes une ONG de 3 personnes qui vient d'être créée, mais si vous êtes une structure connue de la place de Bruxelles, vous ne pouvez plus ne plus être enregistré. Troisième question, Change.org. Vous me le rappelez, est-ce que c'est efficace? C'est ça la question? Oui. Alors, Change.org, d'abord, première chose, je n'ai jamais lu ou jamais vu de témoignage qu'une pétition sur Change.org avait changé quelque chose. Jamais. Mais bon. Et ensuite, 200 000 personnes qui signent, c'est pas énorme. On est 500, plus de 500 millions dans l'Union. Donc 200 000 personnes, c'est rien. Hein. Deuxièmement, pourquoi Change ne va pas utiliser le CI? Finalement, je ne sais pas. Mais en fait, la logique de Change.org, c'est une logique en soi. Et vous avez des pétitions sur tous les sujets. Donc, je ne sais, en général, si on veut faire une ECI, ça ne sert à rien. Peut-être que l'ECI a été diffusé par Change.org, parce que vous pouvez créer votre pétition en ligne en 10 minutes. Donc, je ne peux pas vous garantir le lien dans un sens ou dans l'autre entre ces deux structures. Mais moi, ce que je vois à ce jour, en 10 ans de présence à Bruxelles, c'est que les pétitions de type sans juridiction de tel Change.org ne servent pas à grand-chose. Sauf si vous atteignez 5 millions. Là, on commence évidemment, les médias et les politiques, comme je disais tout à l'heure. Mais en dessous, c'est des petits chiffres. Et 250 000, c'est un petit chiffre. Oui. Alors, c'est une bonne question. Il y a un site spécialisé proposé par l'Union européenne
Mais il y a aussi un site spécialisé par une ONG qui est là juste pour faire la promotion de l'ECI, qui est un peu plus, en mauvais anglais, en mauvais français, user-friendly, un peu plus sympathique à utiliser. Mais la Commission, vous avez vu les conditions, il faut être d'au moins 7 États membres. Il doit y avoir un comité. Et en fait, en général, c'est entre les mains des ONG. Donc on va avoir 7 ONG sur le même sujet qui vont, dans 7 pays, se rejoindre et dans ces cas-là, chercher à toucher les citoyens. Donc il y a un filtre pour qu'elle soit aussi crédible, pour qu'elle dépasse justement, sans vous juger, qu'elle dépasse la pétition de contestation simple. Parce qu'elle a une juridiction, elle oblige la Commission à l'examiner une fois qu'elle est atteinte. Bon, elle a échoué, mais elle a échoué à la fin, elle a été réussie quand même. Alors, il y a tout un débat dans la prochaine législature pour renforcer pour faciliter les ECI, pour la rendre plus facile. Oui, madame. Le champ d'intervention du lobbying, c'est-à-dire est-ce que c'est systématique chaque fois que la Commission s'engage dans fabriquer une directive, il y a une intervention des lobbies, ou bien est-ce que c'est les lobbies qui eux-mêmes, ou certains d'entre eux, poussent au développement, à la mise en place, enfin à la conception de certaines directives. C'est-à-dire que dans ce que vous avez dit, au fond, on peut se demander si la Commission pourrait fonctionner sans les lobbies. C'est un peu la même chose en France. Est-ce que finalement, les lois ou la production législative existerait s'il n'y avait pas de lobby? Parce qu'il y en a quand même un certain nombre. Oui. Alors, j'ai une réponse qui est double. La première, c'est les lobbies, et ça peut choquer certaines personnes dans cette salle, sont un outil d'information. Les sujets sont devenus extrêmement techniques dans des dizaines de domaines, que ce soit la ventilation, la pollution de l'air ou tout le reste. C'est extrêmement technique. Et un lobby bien fait apporte de l'information. Apporte de l'information. Et que ce soit de l'information dans un sens ou dans un autre, que ce soit une ONG ou une organisation professionnelle. Le but d'un lobby, c'est d'apporter de l'information. Ensuite, ce que je dis toujours, un lobbyiste s'adresse à deux publics. Le premier, c'est les fonctionnaires de la commission lors de la rédaction d'une directive. Mais ce n'est pas eux qui mettent à l'agenda la rédaction de la directive, c'est la commission. Évidemment, ils viennent présenter leur information qui est en leur faveur, qu'on soit pro ou anti quelque chose. Restons neutres là-dessus. Deuxième cible du lobbying, ce sont les parlementaires du Parlement européen que nous allons élire le 26 mai 2019. Ces parlementaires sont des politiques à l'origine. Dans 99% des cas, ce sont des politiques. Ils ont pour obligation, comme en France, comme en Espagne, de s'inscrire dans une commission. Cette commission est très technique. Il n'y a plus de micro tout d'un coup? C'est la pile. Cette commission est très technique. Et donc, les députés qui sont inscrits dans une commission technique vont être demandeurs d'informations. Des témoignages à Bruxelles montrent que certains députés reçoivent tous les gens pendant 30 minutes, à charge pour eux de faire le tri. Après, il y a des députés qui sont plus d'un côté, plus d'autres. Donc, je réponds en deux dimensions à votre question. Les directives ne sont pas dictées par les lobbies à l'Union européenne, par les lobbies au sein de la Commission. Les directives peuvent être nourries d'informations pro ou anti par les lobbies. Et ensuite, au Parlement, c'est une deuxième procédure, puisqu'elle ne vise pas à influencer la rédaction de la directive, mais elle vise à influencer le vote, ce qui n'est pas la même chose. Si j'ai bien compris, les pétitions qui ont une certaine ampleur à l'échelle européenne parviendront à ouvrir un espace public à la Commission européenne, enfin à Bruxelles, mais qui ira défendre après cette pétition-là, les ONG elles-mêmes ou les institutions professionnelles à la Commission? Alors, l'ECI, c'est réservé aux citoyens.
Donc, dans l'exemple que je vous ai montré très très rapidement, vous pouvez, si vous êtes très curieux, aller regarder la vidéo mise en ligne. C'est une citoyenne européenne qui est d'origine italienne et qui va prendre la parole au nom de l'ECI. Donc, il y a un comité, comme s'il y avait un comité de pilotage, en fait, ou un board, enfin, pour trouver un mot anglais. Donc, il y a un comité d'organisateurs de l'ECI, et au sein de ce comité, il y a une personne qui va prendre la parole, 10 minutes au début de l'audition, 5 minutes à la fin. Les fédérations professionnelles n'entrent pas en jeu dans ce cas-là, parce que les fédérations professionnelles, elles n'ont pas besoin, elles vont pas besoin de créer une ECI. Une ECI, c'est en général contre leurs intérêts. D'accord ? Mais c'est bien, là c'est une femme, une Italienne, qui prend la parole au nom des citoyens. C'est bien l'espace public. C'est 10 minutes, mais c'est la règle à Bruxelles. On ne parle jamais de plus de 10 minutes dans un amphithéâtre qui n'est pas très grand, pas plus grand que ça d'ailleurs, où il y a 50 à 100 personnes. Parce que ça, c'est pas les plénières. Hein. Dans les plénières, ça ne fonctionne pas comme ça. Moi, je voudrais reposer une petite question là. J'ai l'impression qu'il y a quand même un déni de démocratie par rapport aux citoyens européens. Puisque vous avez parlé des solutions possibles, il y en a 3 qui sont pratiquement jamais lues. Vous vous souvenez ? Oui, voilà. Alors, il y a un recours, donc c'était d'initiative populaire. Est-ce qu'au niveau européen, à l'époque où tout le monde doute de l'Europe, est-ce qu'au niveau européen, au niveau on se pose la question, est-ce qu'on envisage d'améliorer l'accès des citoyens plus de pouvoir et d'initiative ? Est-ce qu'il y a une réflexion là-dessus ? Oui, il y en a. Depuis le début de l'Union européenne, je ne suis pas un spécialiste de ce canal, enfin de ce truc particulier, qui est la participation des citoyens. L'Union européenne est largement améliorable, on est d'accord, nous sommes d'accord. Il y a une réflexion, la Commission, hein, il y a 3 structures, hein, le Parlement, la Commission et le Conseil. La Commission est totalement consciente de ça. Ça ne bouge pas très vite. Et je ne sais pas quelles sont les pistes, pour être honnête, parce que ce n'est pas complètement mon sujet. Et deuxième chose, la plus visible et la plus vibrante actuellement, c'est l'ECI. Et tant que l'ECI ne sera pas réformé à la prochaine mandature, tout le monde attend maintenant mai 2019, plus après l'Union européenne se remettra en route avec toutes les commissions, tous les parlementaires, etc. en septembre 2019, c'est au programme. Mais le terme... voilà, les solutions que je fais le parallèle entre déni de démocratie et les solutions que je vous ai présentées. Les deux ne sont pas liés. C'est ça que je veux dire. Il existe des structures légales proposées par la Commission. Ce n'est pas la volonté de la Commission de réduire la démocratie au sein de l'Europe, puisque c'est une valeur fondatrice. Et si j'ai bien écouté les conférences de ce matin, c'est une valeur qui est chérie par les Européens. Et il suffit, encore une fois, comme je dis à chacun, permettez-moi de prendre position, c'est en sortant de l'Europe qu'on se rend compte combien ça fonctionne et combien nous vivons dans un espace démocratique. Ça, c'est une autre histoire. Est-ce qu'il y a un exemple d'initiatives qui ont abouti positivement ? Il y a une seule sur l'eau, l'ECI. Alors, il y en a eu 7 qui ont atteint le critère de sélectivité. Et il y en a une seule qui a atteint l'étape suivante que celle-là, c'est-à-dire qu'elle a été prise en compte par l'Union européenne. C'est une initiative sur l'eau. Mais son contenu exact, je ne me souviens plus. Mais sur l'eau et quelque chose qui est autour de l'accès public, la gestion publique de l'eau, et au contraire versus sa privatisation. Mademoiselle. Alors, ce n'est pas l'Union européenne qui départage. Au sein de l'Union européenne, c'est quelle institution ? La Commission, je ne sais pas exactement. Le Parlement, c'est la force et la faiblesse de la démocratie. C'est quand le parlementaire se dit j'écoute tous les avis pour me faire ma propre opinion. Et puis, il y a certains parlementaires qui sont convaincus avant de dire faire autre chose, parce qu'ils soutiennent certaines valeurs, quelles que soient leurs valeurs. Donc ces gens-là, quelle qu'en soit l'information qu'on leur apporte, vont voter dans le sens du système de société qu'ils soutiennent. Donc l'idée de départager, elle est complexe parce qu'elle revient à chaque individu.
Et c'est une structure collective. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a un déni de démocratie. Quand les parlementaires votent, ils votent selon tout un tas de critères, mais c'est aussi chaque individu qui doit voter. Et ça pose le problème de est-ce que j'écoute, est-ce que chaque député écoute tous les avis? C'est bien là le problème. Ça répond à votre question? Mais si, bien sûr qu'il y en a. Mais comme ils sont, sur le cas du tabac, ils ont été noyés pendant 40 ans d'informations contradictoires. Et donc, ils arrivent. Il y a bien, si vous avez compris mon propos, les lobbies vont informer aussi le comité d'experts. Donc, ils vont produire de la littérature scientifique. Alors, les experts vont avoir du mal à proposer un avis tranché. Et donc, le politique a du mal à avoir un avis tranché. C'est là qu'est la faille. En fait, la faille, elle est au sein des comités d'experts. À mon point de vue de citoyen et d'expert, je ne suis pas expert dans les comités. De mon point de vue, la faille est là. C'est-à-dire j'ai plusieurs cas en vidéo. Regardez certaines émissions nous sommes en France. Regardez certaines émissions de cache d'investigation ou d'envoyé spécial. On voit bien des experts qui ne font pas le job. Ils font le job en fonction du salaire qu'ils reçoivent de l'industrie, qui les paye derrière. Là, il y a un vrai problème de conflit d'intérêts, de déclaration de conflit d'intérêts, etc. Et c'est là que je pense il y a la transparence qu'on met en avant toujours en disant plus ça sera transparent, plus tout le monde verra le truc. Je ne crois pas beaucoup à cette solution. Mais le contrôle des comités d'experts, là, il y a une vraie marge de progression. Parce que Monsanto a été interdit d'entrer dans le Parlement européen parce qu'il ne respecte pas les règles. Il fallait vraiment, c'est le seul cas que je connaisse. Sinon, vous avez un badge, vous rentrez au Parlement. Ils ont tellement franchi toutes les règles qu'ils ont été interdits d'entrer au Parlement européen. Parce que, justement, ils étaient trop dedans. Il faut reconnaître à des adversaires, je ne suis pas pro-Monsanto, anti-Monsanto, mais il faut reconnaître la qualité de leur travail. Ah oui. Vous pouvez être anti-glyphosate ou pro-glyphosate, mais au moins autant reconnaître la qualité de quelqu'un qui fait son job de manière extrêmement efficace. Il faut connaître toujours, si on est adversaire, il faut toujours bien connaître les stratégies de ses ennemis. Mademoiselle, vous avez une question? Madame, peut-être. Oui, merci. Oui, je voulais savoir aussi si le conflit d'intérêts est-il pénalisable ou pas. C'est toujours quelque chose qui à un moment donné, a été nos sujets, puis après a été mis au placard pour après revenir sur la table. Donc, je voulais savoir si en Union européenne, on pénalise ce genre de pratiques. C'est une question très technique, donc je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse. J'ai entendu dans des cas d'experts qui avaient été pris, notamment, encore une fois, dans une agence de santé. En tout cas, le cas, ça y est, le cas que je connais, le seul cas que je connaisse, qui a été mis au jour par une ONG, qui était une experte d'un comité de santé, elle a été forcée à démissionner du comité. Parce que sur la place publique, dans l'espace public des médias, etc., tout le monde pouvait lire que cette dame, c'était une femme, était une ancienne... Vous connaissez ce cas? Une ancienne chercheuse et qui était passée dans une agence européenne et qui continuait à jouer sur les deux tableaux. Mais c'est extrêmement dur à tracer. Parce que les experts n'ont pas obligation de remplir je ne crois pas qu'ils ont une obligation de remplir un document de conflit d'intérêt. Mais je crois que je ne sais pas exactement. Vous me parlez de députés, moi je vous parle d'experts, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Un député, c'est un élu. S'il a un conflit d'intérêt, je crois que le député doit remplir un document de conflit d'intérêt. Mais alors là, on rentre dans les mécanismes de l'élection et du rôle du député, qui est encore un autre sujet. Il est 59. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui. ICE. Comme le train allemand.
Ouais. Quel serait le nombre de votes qu'il faudrait pour que cette pétition devienne intéressante et alors quel serait son atout sur qu'est-ce qu'elle forcerait à faire à l'Union européenne? Alors merci pour votre question qui je vais être obligé de vous décevoir un peu parce que je ne connais pas la réponse à vos deux questions, les réponses à vos deux questions. D'abord, il faudrait savoir si cette pétition est légalement contraignante. C'est-à-dire si une institution européenne était obligée de l'examiner, le cas de l'ECI. Et deuxièmement, il faudrait connaître le seuil. Ont-ils fixé un seuil? Je ne sais pas ces deux questions-là. Alors, je vais être honnête, ça peut être arrivé, mais je ne sais pas tout. Je vais être honnête. Le plus visible, c'est pour ça que le plus visible, c'est l'ECI. Et ça reste quand même un outil de sorte de caisse de résonance, parce qu'on a 1 million de signataires. Même si on avait 150 000 signataires au site des pétitions, ça reste marginal quand même. Oui, encore deux questions. Excusez-moi. On sait que maintenant les entreprises utilisent de plus en plus des anciens fonctionnaires dans les parlements en tant que lobby. On sait qu'en 2017, M. Barroso a été accusé, mais ce sont surtout les hauts fonctionnaires qui sont surveillés. Qu'est-ce qu'on fait de tous les autres fonctionnaires qui rédigent les lois en premier et qui ne sont pas forcément surveillés parce qu'ils ne sont pas assez haut placés? Qu'on va employer, je vais répondre légèrement de biais, qu'on va employer un haut fonctionnaire, c'est pour son carnet d'adresse. Je ne pense pas qu'un rédacteur de catégorie C au sein de la commission est un gros carnet d'adresse. Je n'ai rien contre, je ne veux pas le juger, mais si Tony Blair, Gérard Schröder, Barroso et d'autres ont trouvé un job de ce type de calibre, c'est parce qu'ils ont un carnet d'adresse. Alors c'est pour deux choses, leur intime connaissance du système et leur carnet d'adresse. Un fonctionnaire d'un rang un petit peu inférieur, mais pas rédacteur, va être employé. Alors, il est dit, et c'est connu, vous avez qu'à aller voir sur le registre de transparence, vous allez voir Google, vous allez voir le nom des personnes accréditées par Google. Je crois que 50% des personnes accréditées par Google sont d'anciens fonctionnaires de la commission. Ils n'ont pas été recrutés pour leur carnet d'adresse, ils ont été recrutés pour leur connaissance du système. Leur connaissance du système, c'est-à-dire leur capacité à... C'est très compliqué l'Union européenne. Ça fait 10 ans que j'y suis, enfin je ne suis pas dans l'Union, mais ça fait 10 ans que je regarde, et ça fait 10 ans que chaque jour j'apprends quelque chose. C'est bien, je ne m'ennuie pas. Mais c'est très compliqué. Donc pour aller beaucoup plus vite et toucher la bonne personne au bon moment, sorte de métaphore du lobbying, on dit il faut avoir une connaissance précise du structure. Alors, le terme anglais, pour répondre à pour nourrir votre question, ça s'appelle revolving doors, les portes tournantes, et c'est effectivement l'emploi d'anciens membres de la Commission dans les structures privées. Le plus connu sont les chefs d'État et de gouvernement que j'ai cités. Il y a aussi des hauts fonctionnaires qui sont employés, elles, par des structures à l'échelle de Bruxelles. Ou alors, qui vont créer leur cabinet de consulting. Voilà. Ça va? Bon, plus de questions? Bah, merci beaucoup, Monsieur Raifond, pour toutes ces réponses. Merci beaucoup.